Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de changement. Je suis venu vous parler plus particulièrement de la capacité que l'on a, nous, en tant qu'humains, de changer. La capacité que l'on a, à titre individuel, à titre collectif, de changer. Mais avant d'aborder la question du changement, j'aimerais qu'on s'ancre bien dans cette idée que nous, humains, formons des collectifs, des collectivités. Et pour cela, j'aimerais faire un petit exercice avec vous. J'aimerais que chacun de vous se représente le réseau social dans lequel il est inclus. J'aimerais que chacun de vous essaie de visualiser la place qu'il a dans ce collectif. Alors on va y aller ensemble. Je vous demandais peut-être de fermer vos yeux. Ou plutôt ouvrez-les et imaginez sur cette salle les gens qui vous entourent, ceux avec qui vous avez des interactions fréquentes. Commençons par votre famille, ceux avec qui vous avez vécu, la famille que vous voyez peut-être un peu moins souvent durant l'année, et ceux que vous voyez de manière ponctuelle. Plaçons-les là. Maintenant, imaginez-vous, représentez-vous sur cette scène vos amis très proches, puis vos groupes d'amis avec qui vous sortez, avec qui vous traînez, avec qui vous partagez ces moments. Puis les amis que vous voyez toujours, mais un peu moins fréquemment. Maintenant, imaginez-vous ici les personnes avec qui vous travaillez, votre réseau professionnel. Imaginez-vous vos collègues, vos collaborateurs, les personnes qui font partie de votre hiérarchie, ou si vous êtes dans une école, imaginez-vous vos camarades de classe, vos professeurs. Et finalement, sur cette scène, s'il reste de la place, imaginez-vous ceux avec qui vous faites du sport, avec qui vous faites partie d'associations, avec qui vous habitez, vos voisins, les personnes que vous croisez dans votre quartier, dans votre ville. À ce moment-là, la scène, pour chacun de vous, devrait être assez remplie. Parce que pour chaque personne, pour chaque individu, nous avons à peu près une centaine de personnes avec qui nous interagissons de manière fréquente. Maintenant, essayez pendant un court instant d'imaginer que chacune de ces personnes a elle-même un réseau social, elle-même inclus dans un collectif. Ou mieux, pour vous qui êtes dans cette salle, imaginez que pour chacun de vous était capable de remplir cette scène de personnes avec qui il interagissait. Et ensemble, nous formons une collectivité, nous faisons société. Seulement, la société que nous formons, dans sa conformation actuelle, eh bien, elle n'est pas durable, elle n'est pas soutenable. Elle n'est pas soutenable et c'est un fait. C'est un fait, ou en tout cas, c'est une collection de faits, des faisceaux de preuves qui pointent dans cette direction. Le premier, c'est le réchauffement climatique. Nous sommes extrêmement dépendants des énergies fossiles, nous consommons énormément d'énergie, et ces énergies fossiles eh bien, émettent énormément de gaz à effet de serre, de carbone dans l'atmosphère, ce qui provoque un réchauffement de notre planète, un dérèglement de notre climat, et un changement abrupt et rapide, jamais observé de nos conditions de vie. Ensuite, en tant que société, nous avons un impact direct sur notre environnement, parce que nos modes de production, de consommation, d'agriculture, eh bien, impactent directement la biodiversité, nos écosystèmes. Ces espèces que vous voyez derrière moi eh bien, sont en voie de disparition en France, comme une centaine d'autres. Et actuellement, en France, 30% des oiseaux ont déjà disparu en 30 ans. Les scientifiques parlent de 6e extinction de masse. Et finalement, en tant que société, eh bien, nous rejetons énormément de choses dans notre environnement. La pollution de l'air cause 50 000 morts en France par an. La pollution des terres, mais aussi des océans. Bientôt, le plastique remplacera les poissons. Et les microparticules de plastique sont en train de se loger dans chaque organisme et remontent notre chaîne alimentaire jusqu'à nos assiettes. Tout ça, nous le savons, ou nous ne sommes peut-être pas conscients de tout, mais en tout cas, nous savons que notre société actuellement n'est pas soutenable et que nous devons changer. Nous devons changer de conformation. Seulement, nous ne changeons pas. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne change pas? Les sciences du comportement, ou plus précisément les sciences cognitives, qui essaient de décrypter l'esprit humain et les comportements qu'il produit, ce milieu de recherche dans lequel j'évolue eh bien, propose des clés de lecture où ont identifié certains obstacles ou certains freins au changement individuel. Le premier, c'est notre perception. Nous percevons le monde à travers nos sens, nous percevons le monde d'une manière immédiate, et des dérèglements comme le réchauffement climatique, des problèmes qui sont d'aussi grande ampleur que la chute de la biodiversité, qui sont souvent invisibles, eh bien nous sont imperceptibles. Nous ne voyons pas au quotidien la température augmenter, nous ne voyons pas au quotidien les eaux monter. Un deuxième frein ou obstacle au changement, ce sont nos préférences. Nous avons des préférences qui sont orientées vers le court terme, des préférences qui sont dirigées
par nos petits plaisirs de quotidien, par un confort que l'on veut maximiser. Et même si nous savons que nos régimes alimentaires sont mauvais pour notre santé, sont mauvais pour l'environnement, eh bien, nous avons énormément de mal à les changer et la tentation est souvent trop grande. Et quand nous y arrivons, eh bien, nos habitudes nous freinent. Nous sommes des individus, des êtres pétris d'automatismes, et la plupart de ces automatismes régissent nos vies, à tel point que même pour les fumeurs qui savent que de jeter un mégot dans le caniveau pollue des mètres cubes d'eau, eh bien souvent, par réflexe, le font quand même. Et finalement, notre environnement physique, dans lequel nous évoluons, eh bien nous contraint. Il contraint nos choix, il diminue les alternatives possibles. Essayez de faire vos courses et de ressortir du supermarché sans emballage plastique. C'est un défi. Donc finalement, nous avons tout un tas de freins ou d'obstacles en tant qu'individus à ce changement. Nous parlons parfois de biais cognitifs, dont vous avez peut-être entendu parler. Moi, c'est mon métier, d'essayer de comprendre, d'identifier ces obstacles, ces freins, pour aider les citoyens, les collectivités, les décideurs à essayer de passer de l'intention à l'action. Mais aujourd'hui, je voudrais que l'on s'attarde sur une question qui est derrière tout ça. Et la question c'est, peut-on changer ? Est-on capable de changer, en tant qu'humain, suffisamment pour pouvoir affronter la crise climatique, pour pouvoir lutter contre la chute de biodiversité, pour changer à l'échelle de la société ? Eh bien, je vais vous proposer de changer maintenant de perspective et d'essayer de regarder, de nous regarder en tant qu'humains, en tant qu'espèce, pour l'animal que nous sommes, d'essayer de nous regarder à travers le regard des sciences du comportement, des sciences cognitives. Et si on adopte ce regard-là, si on essaie de prendre du recul sur nous-mêmes, en tant qu'homo sapiens, eh bien voilà ce qu'on pourrait observer. Ceci est l'environnement dans lequel nous évoluions il y a une centaine de milliers d'années, enfin plusieurs centaines de milliers d'années. À cette époque-ci, nos ancêtres, les homo sapiens, vivaient en tribus, vivaient en petits groupes, chassaient, cueillaient. Il y a 300 000 ans environ, nous sommes déployés à travers l'Afrique et nous avons commencé, il y a une dizaine de milliers d'années, à réussir à stocker notre nourriture, à gérer notre propre nourriture grâce à la révolution de l'agriculture. Et puis, petit à petit, nous sommes déployés sur tous les continents. De tribus, nous sommes passés à royaumes, puis à empires. Jusqu'à aujourd'hui, ou plutôt il y a quelques centaines d'années, où nous avons fait émerger du sol des villes complexes, des villes dans lesquelles la moitié de la population humaine vit désormais. Nous vivons dans les environnements urbains, nous avons construit les systèmes de transport, les systèmes d'organisation. Et au-delà de la révolution industrielle qui nous a conduit à cela, eh bien, nous avons eu des révolutions technologiques, mais également des révolutions de communication. Actuellement, la moitié de l'humanité est connectée à Internet. Ce que je dis, vous pouvez l'écrire sur votre téléphone, le tweeter, l'envoyer à votre communauté, à votre réseau social, afin de le partager. Et le plus impressionnant là-dedans, c'est que nous avons gardé fondamentalement le même cerveau. C'est-à-dire que le cerveau que nous avons maintenant, c'est à peu près le même que nos ancêtres il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Et avec le même cerveau, nous avons été capables d'opérer des changements majeurs. Nous sommes passés de chasseurs-cueilleurs à serial tweeters. Donc ça voudrait dire que dans notre cerveau, en nous, il y a une capacité de changement qui est extraordinaire. Nous serions capables de changer, de s'adapter pour passer d'un moment à l'autre. Et c'est ce qu'on va essayer d'explorer tout de suite. Si on reprend les freins que nous avons identifiés, jusqu'alors les freins dans notre quotidien en changement, eh bien ces freins-là sont en fait des facettes extraordinaires de notre cognition. Prenons la perception. Nous sommes capables, à travers nos sens, de percevoir le monde dans toute sa complexité, et ce, dans l'instant. Nous sommes capables de sentir des milliards d'odeurs à la fois. Et on peut aller plus loin. Si vous regardez ces images, vous pouvez estimer quand est-ce qu'elles ont été prises, en quelle saison. Vous pouvez également peut-être identifier où est-ce qu'elles ont été prises en France. Et si vous les regardez un peu plus longuement, peut-être que des souvenirs vont émerger. Peut-être que votre mémoire va travailler et va projeter sur ces images des souvenirs de ski, des souvenirs de vacances, des souvenirs d'été. Et bientôt, eh bien, vos représentations vont se détacher de la réalité. Devant vos yeux vont se jouer des scènes qui ne sont pas visibles directement. Et c'est ce que nous avons fait dans l'exercice de départ. Vous avez projeté sur cette scène les personnes avec qui vous interagissiez fréquemment. Ces personnes n'étaient pas là, mais vous les avez projetées. Donc nos capacités de perception et de représentation du monde sont extrêmement développées. Nos préférences, eh bien, nous sommes capables de changer de régime alimentaire. Bien sûr, au prix d'énormes efforts, mais nous pouvons essayer de faire du sport pour perdre du poids. Nous pouvons changer nos préférences. Et quand nous n'y arrivons pas, à cause de nos habitudes, eh bien ces habitudes-là,
C'est le témoin d'une capacité extrêmement forte que nous avons d'automatiser nos comportements. Nous sommes capables, pour les actions qui sont les plus répétitives, qui sont peut-être les moins pertinentes, de les automatiser, de les rendre inconscientes. Et d'automatiser certaines de nos actions nous permet d'être multitâches. Si je fume une cigarette devant un restaurant, eh bien, je pourrais en même temps parler à une personne en face de moi, peut-être regarder si j'ai ma carte bleue dans ma poche, et peut-être même regarder si dans le restaurant, on est en train de me servir mon plat. Donc cette capacité d'automatisation, ces habitudes nous permettent de faire plusieurs choses à la fois. Et finalement, notre environnement, eh bien, nous avons fait sortir de terre ces supermarchés. Nous avons créé des espaces où nous pouvons, en se déplaçant une fois, pouvoir répondre à nos besoins. Et donc, nous avons une capacité de pouvoir façonner le monde pour qu'il réponde à ce dont nous avons besoin. Donc, vous voyez que là, derrière ce qui était avant des freins, sont en fait des capacités qui sont assez extraordinaires. Mais en tant qu'humains, nous avons une capacité supplémentaire, qui est notre vie sociale. Cette vie sociale, elle est transversale. Elle est transversale parce qu'elle nous permet de pouvoir booster nos capacités cognitives. Elle nous permet de nous dépasser nous-mêmes, de dépasser nos propres limites. Par exemple, la perception, eh bien, on ne voit toujours pas le réchauffement climatique, on ne voit toujours pas la chute de la biodiversité. Mais des scientifiques ont travaillé pendant des années, se sont regroupés, ont formé des connaissances. Et ces connaissances, qui sont issues du groupe de travail du GIEC, eh bien, nous permettent maintenant de pouvoir nous en équiper pour représenter ces changements au quotidien. Nous utilisons les autres, en tout cas les autres nous permettent de pouvoir enrichir notre vision. Je n'ai jamais été aux Maldives et pourtant je sais à quoi cela ressemble. J'ai entendu parler de différents retours et j'ai vu des photos. Pareil pour nos préférences, les autres sont un puissant motivateur. Par exemple, je ne fais pas du sport pour perdre du poids simplement pour moi, je le fais peut-être pour plaire aux autres. Je le fais parce que j'ai envie de renvoyer une image saine ou positive aux autres. Certains de nos goûts, certains de notre vision de l'esthétisme sont influencés par les autres. Nos habitudes, eh bien, si je jette mon mégot par terre et que les personnes qui sont autour de moi me jugent, portent sur moi un regard sévère, eh bien, très vite, je vais essayer de changer mon comportement pour me garder inclus dans ce groupe-là. Et d'ailleurs, nos normes sociales sont des automatismes. C'est une manière d'automatiser nos comportements pour pouvoir réguler notre vie en communauté. Et finalement, notre environnement, eh bien, je ne suis incapable, moi, tout seul, de faire un supermarché. Ça nécessite une coordination, une organisation pour des moyens de production, d'acheminement, de stockage, de vente, etc. Donc notre vie sociale nous permet de nous dépasser nous-mêmes. Et en fait, elle est essentielle. Elle est essentielle parce que si nous sommes isolés d'un groupe social, eh bien nous allons tomber dans la dépression. Nous sommes capables de faire des bras et des jambes pour rester inclus dans le groupe auquel on appartient, ou même de se faire inclure ou de se sentir accepté par un groupe que nous valorisons. Cette vie sociale est essentielle parce que la solitude, l'isolement, est bien tue sur certains critères autant que le tabagisme. Cette vie sociale est essentielle parce que le stress social, et je peux vous en parler, est un des plus puissants stress que dont nous pouvons faire l'expérience en tant qu'humains. Cette vie sociale est essentielle parce qu'elle nous permet de nous dépasser et que c'est cette hyper-sociabilité qui permet à nous, humains, d'avoir cette capacité d'hyper-adaptabilité. Et cette hyper-sociabilité, nous pouvons identifier 3 piliers qui la composent. Le premier, c'est qu'en tant qu'espèce, nous sommes capables de générer, de partager des connaissances. Nous pouvons voir au loin parce que nous sommes assis sur les épaules d'un géant, comme pour paraphraser Newton qui avait fait connaître cette phrase. Nous partageons des connaissances ensemble, et ensuite, nous sommes capables de coopérer dans un but commun, de dépasser notre intelligence individuelle et de faire preuve d'intelligence collective. Et cette coopération, eh bien, nous pouvons encore plus s'optimiser en faisant preuve d'organisation, en mettant à profit nos différences, nos particularités, en mettant à profit nos expertises, pour pouvoir justement augmenter notre capacité de changement. Et cette organisation et cette capacité de changement se fait à différents niveaux. Le premier niveau, nous l'avons vu, c'est qu'en tant qu'individu, eh bien, on peut s'adapter. On peut réutiliser des outils, on peut apprendre, on peut réduire sa consommation, on peut donner de son temps, de son argent. Nous pouvons ensuite nous organiser en groupe, en collectif, en réseau, pour pouvoir essayer de se convaincre mutuellement ou les autres, se soutenir, enseigner, partager. Et finalement, ces groupes sont capables de s'organiser en associations, s'organiser en clubs sportifs, en entreprises, pour pouvoir organiser ce changement, pour pouvoir créer, produire, innover. Et ces organisations s'incluent elles-mêmes dans des systèmes d'institutions, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un pays, ou à l'échelle d'une université ou d'une école, ce qui nous permet de structurer ce changement, de le diriger, de réguler nos interactions et de les optimiser, ou même de protester. Donc à l'échelle de l'individu, eh bien, nous sommes porteurs en nous de cette capacité extraordinaire de changement, grâce aux autres, par le biais des autres.
Seulement, nous n'avons pas toujours conscience de cet impact. Nous n'avons pas toujours conscience de cette capacité extraordinaire de changement dont nous sommes porteurs. Pourquoi? Eh bien, une hypothèse, c'est que la société, dans cette conformation-ci, pensant aller dans la bonne direction, eh bien, a finalement fini par nous individualiser. Nous nous sommes centrés sur nous-mêmes et nous avons oublié que nous avions cette capacité de faire société, justement. Et en tant qu'individus qui voulons changer, eh bien, il est très difficile d'avoir un impact réel ou en tout cas significatif sur le monde, parce que nous sommes dépourvus de cette capacité de changement due à notre hypersociabilité. Et il y a un concept en psychologie qui illustre ces deux scénarios, ces deux extrêmes auxquels nous sommes confrontés en tant qu'individus face à des changements d'une telle ampleur qu'est la crise écologique. Ce qu'on appelle le locus de contrôle. Un locus de contrôle externe nous conduit à penser que, quoi que l'on fasse, nous n'avons aucun contrôle sur le monde. Le contrôle est extérieur à nous. Et cette situation-là peut même nous conduire à un phénomène qu'on appelle l'impuissance acquise. L'impuissance acquise, c'est d'être tellement persuadé que nous n'avons aucun impact sur le monde que nous n'essayons même plus. Nous sommes résignés, nous n'essayons même plus de changer. A l'inverse, le locus de contrôle interne nous conduit à penser que nous sommes porteurs de tout le changement, qu'à nous-mêmes, la société peut changer, que nous pouvons, nous, individus, individuellement, faire changer le navire de direction. Alors cela peut conduire à une situation telle que l'illusion de contrôle, de penser qu'à nous-mêmes, nous pouvons tout changer, ou alors à des situations qui sont plus frustrantes, où on essaie chacun de faire des sacrifices, de changer à son échelle, et qu'on observe que les autres individuellement ne font pas ces efforts-là. Et que finalement, la somme des individualités ne fait pas un mouvement collectif. Et pour preuve, c'est que des sommes d'individualités fait masse, mais ne fait pas un système d'organisation, de coopération, et ne permet pas de changement majeur. Prenez la ville de Lyon, où vous habitez. Il est possible, en tant qu'habitant de cette ville, de regarder la ville et de la considérer comme extérieure à nous. La ville est un décor. Nous habitons cette ville, mais nous sommes simplement figurants. Nous habitons, nous allons au travail, nous allons au supermarché et c'est tout. La ville s'organise d'elle-même, extérieurement à nous. Nous ne sommes pas responsables de comment est-ce que Lyon est organisé. À l'inverse, on peut considérer cette ville comme un immense réseau. Un réseau où des choses bougent, des choses se créent, où des personnes mettent en commun des compétences, des ressources pour faire vivre cette ville, et que ces changements sont portés par des individus dans la ville. Si l'on reprend l'exercice que nous avons fait au début, où nous avons identifié notre réseau social, nous avons trouvé notre place au sein du collectif, famille, amis, travail, et les personnes qui nous entourent, ce réseau-là, à l'échelle de la société, constitue une machine sociale dans laquelle nous sommes un rouage. Nous sommes un rouage de cette société que nous le voulions ou non. Nous faisons partie de cette société, nous faisons société que nous le voulions ou non. Et ce n'est pas en ignorant la société qu'on va ignorer ce qu'elle est en train de produire. Ce n'est pas en ignorant la politique que la politique cesse de s'exercer. Ce n'est pas en ignorant le réchauffement climatique que le réchauffement climatique continue de s'exercer. Ce n'est pas en ignorant qu'en tant que société dont nous faisons partie, nous avons un impact néfaste sur notre environnement qui cause tout un tas de dommages et de conditions de vie que cela va s'arrêter. Mais pire que ça, en tant qu'individu, et en tant que rouage, nous sommes des rouages actifs. Nous contribuons à cette société dans sa conformation actuelle. Nous enseignons, nous produisons, nous sommes des rouages actifs de cette société. Alors bien sûr, tous les rouages n'ont pas la même taille. Et certains gros rouages essaient de se coordonner, de communiquer entre eux pour figer cette machine dans la conformation qui les arrange. Mais tous les rouages sont capables de communiquer, de partager des connaissances, de se coordonner, de s'organiser. Et nous-mêmes pouvons nous organiser pour faire petit à petit changer cette machine. Nous sommes capables de convaincre les autres, de porter des actions communes, collectives, tournées vers un but, pour faire en sorte que, en tant que rouage, nous tournions. Un rouage seul ne pourra pas faire de changement majeur, mais par contre des rouages qui s'imbriquent les uns des autres et qui essaient d'aller en direction commune, pourront petit à petit faire changer cette société-là. À Lyon, il y a déjà tout un tas d'initiatives, d'actions collectives qui sont en train de se faire actuellement. Sur cette carte, vous voyez plus d'une centaine d'initiatives, d'actions, où des personnes se sont mises ensemble, ont mis à profit leurs compétences, leur sensibilité, leur expérience, pour accomplir des buts à des échelles locales. Que ce soit des buts tournés vers l'écologie, vers l'éducation, vers la citoyenneté. Ces personnes essaient d'aller dans une direction commune. Et cette direction commune, c'est une société qui est plus solidaire et une société qui est plus soutenable, plus durable. Et ces petites actions,
eh bien, sont en train de changer petit à petit la société dans laquelle nous sommes. Finalement, en tant qu'humains, nous sommes porteurs de cette hypersociabilité, nous sommes porteurs de cette capacité de changement. Nous sommes capables d'échanger des connaissances, mais aussi de pouvoir tirer profit des connaissances qui ont été accumulées jusqu'alors. Internet est une immense richesse de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, elle est une richesse pour nous connecter les uns aux autres. Donc nous avons déjà la possibilité de communiquer et de nous orienter ensemble dans une direction commune, dans un but commun. Ce but, nous le connaissons, c'est plus de sobriété énergétique, c'est un plus grand ancrage sur les territoires, c'est une mise en commun des moyens de production, de transport, de consommation, et c'est finalement l'émergence de sociétés qui sont solidaires, de communautés qui sont résilientes. Il n'en tient qu'à nous donc de s'organiser pour aller dans cette direction, de s'organiser en mettant au centre de la solidarité, pour sortir des personnes de leur isolement, pour que ces différentes expériences puissent être mises à profit, pour ensemble porter une action collective, dans une perspective d'ouverture et de partage. Parce que les erreurs ou les échecs de certaines de ces actions pourront être des enseignements pour d'autres. Et les succès d'autres actions pourront faire modèle et se propager, afin que ces signaux faibles que l'on observe actuellement deviennent un signal fort et que notre société change de direction. Merci.